Du journal, le président Joseph Kabila est arrivé vendredi en fin d'après-midi à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Mais avant cette étape, le chef de l'État a séjourné en début de semaine dans la province orientale, précisément à Kisangani, où il a visité quelques chantiers. Sur place, Joseph Kabila s'est aussi imprégné des réalités des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, élections prévues le dimanche 28 octobre prochain. Plus de précisions avec notre envoyé spécial à Kisangani, Mathieu Kamango. À 48 heures des élections du nouveau gouverneur de la province orientale, l'actualité reste dominée à Kisangani par la rencontre ce vendredi entre le chef de l'État Joseph Kabila et les députés provinciaux de la province orientale. S'adressant aux grands électeurs de cette province, Joseph Kabila les a appelés à un choix judicieux pour le redécollage et la reconstruction de la province, tout en soulignant que la majorité présidentielle devra soutenir son candidat Jean-Pierre Darouezi. À ce moment, le candidat Jean-Pierre Darouezi vient de présenter son programme d'action aux députés provinciaux, un programme axé sur la reconstruction, la réforme de l'administration et aussi la création des emplois jeunes. Déjà hier, Jean-Pierre Darouezi a inauguré la morgue des cliniques universitaires, construite sur fonds propres pour le bien de la population. Autre sujet d'actualité, c'est la conférence de presse donnée par le candidat Jean Bamanissa, réexpliquant sa vision aux hommes des médias. Les sondages ici, dans la ville de Kisangani, met au coude à coude les candidats de la majorité, Jean-Pierre Darouezi, et les candidats qui se déclarent du peuple, Jean Bamanissa. La balle est dans les camps des grands électeurs, qui sont appelés à voter utile ce dimanche, 28 octobre. Juste après la rencontre avec les députés provinciaux, Joseph Kabila a quitté Kisangani à bord de l'avion présidentiel et au Bora pour la capitale, à Pranto. Kisangani, Mathieu Kamango, Télé 50. Dans ce chapitre toujours, cette fois dans la province du Bas-Congo, à l'étape de la campagne qui a débuté mercredi dernier pour les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs de cette province, Guéo Koussou et Jacques Mbadou sont les deux favoris. Ce vendredi, 6 candidats ont exposé à Matadi leur projet de société devant les députés provinciaux. Plus de détails avec Nanou Mavungu depuis Matadi. Débuté depuis mercredi, c'est ce vendredi 26 octobre qui prendra fin la campagne pour les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs du Bas-Congo. Le vote est prévu pour le dimanche 28 octobre, comme l'a annoncé la Commission électorale nationale indépendante. Sachez que 6 candidats ont passé tour à tour sur le perchoir de l'Assemblée provinciale pour exposer leur programme d'action auprès des élus du Bas-Congo, parmi lesquels nous citons le candidat de la majorité présidentielle qui n'a cessé aucune fois dans son discours parler de la révolution de la modernité pour soutenir son leader politique Joseph Kabila. Selon le sondage fait sur place, les tendances sont partagées entre les 2 candidats favoris, Guéo Koussou et Jacques Mbadou. Donc, la balle est restée au camp des députés provinciaux pour connaître les nouveaux gouverneurs du Bas-Congo. Nanou Mavungu de Matadi pour Télé 50. Merci Nanou Mavungu pour toutes ces précisions. Les provinces du Bas-Congo et orientales vibrent au rythme de la campagne électorale des gouverneurs et vice-gouverneurs. Si dans la province orientale, c'est le candidat Jean-Pierre Darouezi qui semble être favori au Bas-Congo. Le dévolu est jeté sur le candidat Guéo Koussou, l'actuel gouverneur intérimaire. Zoom donc sur la vie et surtout les chances de ce candidat Guéo Koussou. C'est depuis 2004 que Guéo Koussou est vice-gouverneur de la province du Bas-Congo. Pour certains, il est le seul des candidats à avoir de l'expérience pour la gestion de cette province de l'ouest de la RDC. Kisaloumé Banda comprenait par là le travail a commencé. C'est le leitmotiv de ce candidat au poste de gouverneur. Né en 1958, c'est en 1981 qu'il arrive en France où il étudie l'histoire et les sciences politiques. Longtemps militant au sein de l'UDPS, il adhère au Rassemblement congolais pour la démocratie à la fin des années 1990. De retour au Congo en 2003, il embrasse très rapidement le milieu politique en tant que conseiller au ministère de l'Intérieur. Il est élu député provincial en octobre 2006 et en janvier 2007 vice-gouverneur de la province sur le même ticket que Mbachi Mbacha. Élu député national, c'est sans surprise que Mbachi Mbacha a cédé en mars 2012 la gestion de la province à son intérimaire Guéo Koussou Nkunzibikawa, qui est à ce jour le candidat de la majorité et qui a le soutien de sa plateforme politique.
Il se dit confiant face à ses adversaires, dont Jacques Mbadou, qui se présente comme son principal challenger. Vous savez, quand la MP ne se prononce pas encore, tout le monde peut être candidat. À partir du moment où la MP se prononce, c'est-à-dire la majorité présidentielle, c'est la personne que celle-ci présente qui, en principe, doit défendre les couleurs de la majorité. Être confiant, oui, je suis confiant. Vous savez, ça fait quand même 8 ans depuis que je connais cette province. Depuis que je suis à sa tête, dans une moindre mesure, comme vice-gouverneur, aujourd'hui comme gouverneur à I, mon rôle, c'est de rassembler. Je dois rassembler d'abord au sein de la majorité. Je dois aussi rassembler dans ma province. Pour son élection à la tête de la province, Deon Koussou compte sur l'implication des députés de la majorité et même de l'opposition. Déjà, un candidat a désisté en sa faveur. Vous allez être surpris. Je vous dis simplement que la majorité qui va se porter sur le nom de Deon Koussou, cela soit dit modestement, va partir du PPRD jusqu'à Bondodia Congo. Donc, tout le monde aura à jouer son rôle et le gouvernement, je vous assure, sera un gouvernement d'union provinciale. Une fois élu, Deon Koussou promet la révolution de la modernité dans la province du Bas-Congo, la stabilité socio-économique et politique pour le bien-être de la population. C'est le lundi 28 octobre prochain que les 28 députés provinciaux, au travers des élections organisées par la CENI, choisiront le prochain gouverneur de cette province. Parlons économie dans ce journal. Sur le plan du contrôle budgétaire et de la bonne gouvernance, la RDC enregistre des progrès remarquables. Déclaration faite vendredi par Oscar Melabo, nouveau représentant pays du FMI en RDC. Il était reçu par le vice-premier ministre, ministre du budget, Daniel Moukoko Samba, en son cabinet de travail, dans le cadre d'un partenariat étroit. La conclusion de 2 revues du programme gouvernement ont également été soulevées lors de leur entretien. Nouvellement nommé directeur pays du FMI pour la RDC, le Salvadorien Oscar Melabo est allé visiter le vice-premier ministre, ministre du budget, Daniel Moukoko Samba. Une occasion pour le représentant du FMI en RDC d'exprimer la satisfaction de son institution qui, à l'en croire, reconnaît de la RDC la réalisation de progrès remarquables sur le plan du contrôle budgétaire et de la bonne gouvernance. Le Congo a attendu et estimé aussi cette année d'avoir le taux de croissance le plus élevé de l'Afrique subsaharienne. C'est le Congo et le Mozambique qui dans 2013 auront le taux de croissance plus élevé. Donc le pays est en train de décoller et ce moment, c'est les réformes qui prendront place dans cette opportunité qui auront beaucoup d'impact dans le futur. Ces progrès, poursuit-il, en étant du même avis que le vice-premier ministre, ministre du budget, permettront sans doute à la RDC dans un avenir proche à conclure les 2 revues du programme gouvernement en cours. Un objectif qui sera atteint vu l'avancée des choses et ce avec l'accompagnement du FMI qui a toujours travaillé ensemble avec la RDC dans le cadre d'un partenariat étroit. Sur la relation des FMI avec la RDC, sont une relation historiquement de coopération et de travail. Et nous avons travaillé étroitement avec les pays. Cette visite explique le climat d'apaisement qui existe actuellement entre le Fonds monétaire international et la République démocratique du Congo. Dans le même registre, le Centre congolais allemand de microfinance, en partenariat avec le Centre européen de recherche, ont organisé ce vendredi 26 octobre un symposium international axé essentiellement sur la microfinance. Ces travaux qui ont pour thème la crise financière et la microfinance en crise vont s'étendre durant 2 jours successifs à l'Université protestante du Congo, soit du 26 au 27 octobre 2012, avec comme objectif réfléchir, mais surtout échanger autour des activités et recherches en microfinance. Héritier Manda, Claude Biringaniné. Ces assises se tiennent à point nommé, au moment où le monde entier est secoué par multiples crises, tant au niveau économique que financier. C'est ce qui justifie cette initiative prise par le Centre allemand de microfinance en organisant ce vendredi un symposium international sur la microfinance. Les participants, tous des experts en microfinance de la RDC et étrangers, vont durant 2 jours réfléchir autour de la problématique de la crise financière et la microfinance en crise, qui est même le thème de ces assises. Notre objectif
est d'abord de sensibiliser les acteurs du secteur de microfinance sur l'évolution sectorielle au niveau mondial, notamment en matière de possibilités de financement au travers des véhicules d'investissement de microfinance et traiter également d'autres sujets d'actualité au niveau international. C'est important que non seulement on fasse de l'enseignement, mais qu'on fasse aussi de la recherche et que pour le Congo, on puisse avoir des chercheurs au Congo qui fassent de la recherche de haut niveau, mais appliquée à des problématiques et à des situations que rencontrent les institutions de microfinance au Congo. Les étudiants présents à ces symposiums ont apprécié cette initiative. Nous, étant étudiants, nous nous imprégnons de tous ces éléments-là à travers les discours ou encore les explications des experts en la matière. Le but ultime de ces symposiums est de permettre aussi des échanges d'expériences dans le domaine de recherche sur la microfinance entre les experts congolais et étrangers. Dans leur orientation sociale. En province, après la ville de Kinshasa, Matadi, Lubumbashi et Katanga, l'opération de bancarisation de la paie des agents de l'État vient d'atteindre la ville de Mbuji-Mayi. Les bénéficiaires apprécient le déroulement dans différentes banques. Cette initiative va permettre la maîtrise des effectifs dans cette partie du pays. Pierre-Serge Toumba nous en dit plus. La bancarisation de la paie des fonctionnaires de l'État est désormais effective au chef-lieu du Kassai oriental. Les concernés, payés jadis par les comptables ou encore par les agents payeurs, touchent actuellement leur salaire par voie bancaire. L'opération est consécutive à l'arrivée en Mbuji-Mayi il y a quelques jours d'une délégation venue de Kinshasa. Elle a comme principale mission le processus de bancarisation de la paie au Kassai oriental en vue de la maîtrise des effectifs de la fonction publique. Cette paie par voie bancaire a lieu à la banque centrale et à la banque commerciale succursale de Mbuji-Mayi. Servie habituellement par les comptables ou encore par les agents payeurs, les fonctionnaires de Mbuji-Mayi se réjouissent aujourd'hui du fait que les fonctions opérées souvent sur leur salaire n'auront plus lieu désormais. Toutefois, certains estiment que la bancarisation de la paie ne peut pas réussir sur toute l'étendue de la province à cause de l'absence de dépenses au Kassai oriental. Pourtant, relève notre source, si elle réussissait, l'opération permettrait à l'État congolais de récupérer assez de fonds qui se volatilisent chaque mois. Aujourd'hui, le chef de division et l'intersyndical de la fonction publique Kassai oriental s'opposait au départ à cette opération pour le mois d'octobre en cours, apprécie la détermination de la commission qui a fait que la bancarisation soit effective au Kassai oriental, du moins en Mbuji-Mayi. Pierre-Serge Ntumba, Mbuji-Mayi, Télé 5 ans. Tout à fait autre chose, les médias internationaux respectent-ils encore les rudiments les plus élémentaires du journalisme? Oui et non. Pourquoi? Ils sont objectifs quand il faut parler de continent européen ou américain, mais lorsqu'il faut parler de l'Afrique, il y a un acharnement inimaginable des faits. Pour s'en convaincre, la Radio France Internationale a évoqué sur ses antennes un certain Paul Milamboué dans l'affaire Chebea, interrogé par le cinéaste belge Thierry Michel, alors que ce dernier n'était pas le vrai Milamboué. Dans ce cas, où est passée l'objectivité d'un média? Les réponses dans cette série de réactions recueillies par Alain Lino Mwamba. Nous avons nos médias à nous, il faut faire confiance avec les médias locaux, moi je pense, parce que les médias locaux ont l'accessibilité, on leur donne l'accessibilité à un certain nombre de sujets. Et moi je pense que nous ne devons pas polémiquer sur les sujets, parce que l'ensemble des sujets qui sont ici, ce sont les Congolais qui communiquent à RFI les sujets sur un problème bien déterminé. Donc c'est à nous, Congolais, de nous auto-prendre en charge face à ce genre de situations. Nous sentons quand même qu'il y a une certaine dérive, particulièrement en ce qui concerne la question congolaise. Et c'est là peut-être où nous pouvons déceler quand même une sorte de cordon ombilical plus ou moins malveillant entre peut-être les intérêts français et ce qui peut se dérouler ou émaner de la RDC. Donc il s'agit plus d'une question politique que, en fait, je dirais, liée à l'information ou au journalisme. Écoutez, moi ça ne me surprend pas, vous savez, même en France, vous avez les Figaro, Le Monde, il y a un journal qui, lorsqu'il traite de problèmes de gauche ou de droite, ça dépend, chaque journal a sa tendance, mais il faut que les Congolais comprennent que RFI a aussi sa tendance, son penchant, c'est plus contre, l'éditorial est toujours plus contre le gouvernement, donc on ne doit pas s'attendre à ce qu'ils puissent nous faire de cadeaux. Donc chacun traite à sa manière pour l'intérêt qui lui intéresse, c'est-à-dire l'intérêt de son pays. Donc nous devons comprendre cela et nous ne devons pas attendre à ce que la presse française puisse nous jeter des fleurs. Non, nous devons comprendre qu'ils font leur travail par rapport à l'intérêt de leur pays. Et nous aussi au Congo, vous les journalistes, vous devez faire votre travail par rapport à l'intérêt de la République démocratique du Congo.